Tu verras toujours une interview d'un pilote, le mec se gratte le nez. Le mec remet sa casquette. Comme ça, il amène la montre à hauteur du visage. J'ai des pilotes qui m'ont dit qu'ils avaient eu des cours de média training où on leur rappelait qu'il fallait bien faire ça. Pourquoi on a fait les arrêts au stand? Marlboro se plaignait qu'on ne voyait pas assez la marque sur la voiture. Et en fait, il n'y avait que la grille où on voyait réellement bien la marque, l'exposition. Et donc Ecclestone a dit mais il n'y a pas de souci, on va arrêter les voitures en course. Et sont nés les ravitaillements en essence. Ce programme vous est présenté par Daily Shoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Emmanuel. Salut Xavier. Ça va? Très bien, parfait. Un nouvel invité dans Petite Montre entre amis, les amis. Attention, pas n'importe lequel. On le reconnaît pas, mais c'est un journaliste sportif, sport auto et golf. Absolument. Pas que, il y a aussi d'autres choses. Ouais, il y a eu un peu de tout. Enfin, j'ai fait du ping-pong, j'ai fait du badminton pour les Jeux Olympiques. C'est maintenant qu'il faut retourner au ping-pong. Mais ouais, bah voilà, c'est un peu tard. C'est un peu tard aujourd'hui pour me remettre sur le ping-pong. Les spécificités, c'est vraiment sport mec. Ah là là, il va nous parler de Jacques Secrétin à l'époque, mais il est venu avec 2 montres. Franchement, je les ai jamais vues. Celle-là, on va se régaler. Attention, c'est puissant. On a l'impression que c'est un moteur V8. Alors là, qu'est-ce que tu as là? Bah, c'est une Tag Mercedes SLR. Ça, c'est du jamais vu. Ça, tu me permets de l'essayer? Ouais, ça fait une petite vingtaine d'années que j'ai acheté cette montre. Ouais. Ma première automatique. Et là, tu étais journaliste dans le sport auto à ce moment-là? Absolument, je débutais, ouais. Alors là, les amis, moi, je portais la Atelier Jalabert type E. Vous savez, Atelier Jalabert, c'est une jeune marque franco-belge. Vous pouvez la découvrir sur Daily Shoes ou sur le site de la marque. Mais ce qui est important, c'est que j'organise un meet-up avec eux le 5 juin. Il y aura des fans de caisse, de sport auto, de montre 5 juin à Paris. Je vous mets le lien en description. Inscrivez-vous si vous voulez nous rejoindre. Dans les caisses, toi, tu es plus voiture de course, voiture récente, voiture ancienne. C'est quoi ta cam? Parce que là, Mercedes SLR, on est quand même dans le truc très récent. En fait, il y a un peu de tout. C'est-à-dire que je fonctionne vraiment au coup de cœur. J'ai pas de principe de dire j'aime les voitures anciennes, j'aime les voitures neuves, j'aime les montres anciennes, j'aime les montres neuves. Il y a vraiment une question de coup de cœur. Je vais être fan d'une voiture très récente comme d'une très vieille Ferrari, enfin, voilà, c'est vraiment, ou une très vieille Porsche, ou une très vieille. Il y a vraiment chez moi un vrai côté, ça fonctionne au coup de cœur, quoi, à l'instant. Donc à l'émotion. Ouais. Mais c'est ça dont on parle sur Daily Shoes, les amis, c'est pas ce qu'on sait, je le dis toujours, c'est ce qu'on aime. Alors celle-ci, tu l'as achetée, c'est qu'elle t'a plu avant que tu ne l'achètes. Qu'est-ce qui fait que tu t'es décidé? À quelle époque? Raconte-nous un peu. Alors, elle m'a pas plu avant que je l'achète, en fait. C'est-à-dire que j'avais projet d'acheter une montre automatique. Ouais. Jolie, enfin voilà. Et donc, j'étais à l'étranger et en vacances et avec un ami le père d'une amie qui est fan de montres. Ouais. Et donc il m'a emmené en fait dans donc c'était en Amérique, dans un espèce de gros combo où il y avait plein de marques, plein de montres, un mall quoi. Et en fait, je suis tombé sur cette montre et voilà, au milieu de toutes les montres, j'ai dit celle-là, elle a vraiment de la gueule, quoi. C'est celle-là que je veux, et c'était à peu près dans les tarifs que je comptais mettre. Donc voilà, l'affaire, c'est vraiment achat. Si tu veux, j'avais pas planifié d'acheter cette montre. J'avais planifié de m'acheter une automatique. Okay. Et en arrivant, parmi toutes celles qu'il y avait, des tags, mais d'autres aussi. Celle-là m'a vraiment fait de l'œil, j'ai trouvé qu'elle était magnifique et donc voilà, l'achat coup de cœur sur cette montre-là. Ouais, mais coup de cœur, d'accord, mais il y a quand même quelque chose qui, quand on comprend, on va en savoir plus bien évidemment sur ton parcours. Tag Heuer, évidemment encore plus maintenant parce qu'ils ont repris la chronométrie officielle de la Formule 1, où c'était Rolex depuis bien longtemps. C'est quand même l'un des grands partenaires historiques qui a fait vibrer les Français, les Brésiliens et les Franco-Brésiliens, on va dire. La grande époque McLaren Tag avec Prost et Senna. Là, on a quand même une Tag Heuer SLR, donc c'est une montre associée à Mercedes. Donc c'est quand même pas le hasard que dans cette boutique, tu ailles sur cette marque-là associée. Non, mais il y a sans doute un petit truc.
j'allais dire, inavoué, instinctif, qui fait que tag marque forcément les esprits. En plus de toi à moi, la SLR ou la SLS sont vraiment des magnifiques voitures, je trouve, en termes de design. Donc c'était à l'époque, c'était le top du top. Et ce qui est très drôle, enfin la voiture, hein. Et ce qui est très drôle en fait, c'est que depuis, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille pour un Tag Heuer et qui a la même montre que moi. Je l'ai jamais vu hein, ailleurs cette montre-là, qui a la même montre que moi, mais qui a le modèle un tout petit peu différent, qui n'était donné en fait qu'avec les gens qui achetaient la voiture. D'accord. C'est-à-dire que quand tu achetais une SLR, on te donnait une tag SLR qu'elle est avec. Alors elle a le bracelet acier et elle a un fond d'une couleur différente qui c'est pas exactement la même. Mais globalement, quand tu les regardes côte à côte, tu as vraiment l'impression que c'est de la cosmétique, la différence entre les deux. Sauf que celle-là, la mienne, était en vente dans le marché numérotée. Il n'y en a pas énormément, elle est numérotée celle-là. Et les autres sont encore plus numérotées sur une série ultra limitée puisqu'elles étaient données qu'avec la voiture. Toi qui es plus spécialisé que moi et que nous probablement, SLR c'est quoi? C'est la 190 SL Papillon version course, c'est ça? Ou c'est autre chose? Ouais, non, c'est ça. C'est en fait, alors c'est l'ancienne Papillon. Alors la SLR est toujours Papillon effectivement, mais c'est la version route en fait, la SLR de la version course. Je comprends. Ok. C'est la voiture qu'ils ont sortie en fait pour pouvoir homologuer la GT en championnat du monde. En championnat du monde de quoi? D'endurance? De GT, ouais. Ah, de GT? Non, de GT, ce qui était à l'époque le GT1. Et avant que ça devienne, en fait, avant que ça soit repris que le championnat du monde FIA GT soit repris par Rattel, puis derrière dégradé pour mettre en place la Blancpain Series, qui est une descente du. Aujourd'hui, il n'y a plus de championnat du monde GT, en fait. Aujourd'hui, tu as le championnat du monde GT, c'est le championnat du monde, le WEC, dans les catégories GT Pro ou GT AM. Mais avant que le WEC reparte donc le World Endurance Championship, le championnat qui est attaché aux 24 heures du Mans, dont les 24 heures du Mans sont une des courses. C'est ça. Aujourd'hui, les titres de champion du monde GT découlent de ce championnat-là. C'est ceux qui gagnent ce championnat qui sont nommés champions du monde. Il n'y a pas un championnat du monde GT spécifique où il n'y a que ça, GT1, GT2, GT3. Okay. Il y a 15 ans, c'était le cas. Il y avait ça et donc c'était ce championnat du monde qui en mettait des voitures spécifiques sur la piste. Et dans l'homologation de ces voitures, il fallait avoir sorti un certain nombre de voitures de série. Non, mais donc on voit bien avec tout ce que tu nous racontes qu'en fait le hasard, on va dire, a bien fait les choses. Ouais, il y a forcément un truc un peu inconscient, je pense, sur la montre. Il y a un signe là-dedans. Et par ailleurs, c'est un chronomètre. Un chronographe, pardon. Ouais. Chronographe. Double même, en fait. Enfin, moi, ce que j'ai adoré aussi, c'est la bague intérieure qui tourne. Ici à 9h. Ouais. Alors ça, justement, ça, c'est quelque chose que les amateurs de monde de plongée connaissent bien. Sur des modèles des années 60, il y avait cette lunette interne tournante qui a été abandonnée après pour des questions techniques. Mais là, c'est pour une autre raison, en fait. Je pense que ça doit être lié au run, aux sessions de course. En fait, comme c'est une montre qui est attachée, on va dire, à la course auto, il y a cette bague à l'intérieur qui te permet, en fait, de paramétrer ta durée de relais par rapport à ton temps de départ. Donc par exemple, tu le mets à l'heure, tu as 40 minutes à faire, tu vas régler ta bague interne pour l'amener à 40 minutes. Ouais. Et du coup, tu sais quand tu t'approches de la fin de ton relais de course. Ouais, alors ça c'est quand même théorique quoi. Hein J'imagine que sur les... Non mais si tu as ça, mais que tu ne roules pas en championnat du monde, que tu roules en petite course du week-end de GT avec des amis ou etc., ce qui arrive quand même sur des courses, j'allais dire à des niveaux plus nationaux, etc. T'as pas forcément encore qu'aujourd'hui, mais peut-être il y a 20 ans, t'avais pas forcément toujours la radio avec les ingés, etc. Non, mais c'est même sûr. Si on va plus loin. Avant qu'il y ait tout ça, et puis il y a toujours le panotage. Il y a toujours le panotage en F1 ou en endurance. Bien sûr. Pourquoi? C'est une question d'habitude, une question de sécurité, c'est quoi? Il y a un peu les deux, c'est-à-dire que d'abord il y a la problématique, même si les communications radio sont quand même de bien meilleure qualité aujourd'hui avec le numérique, etc. Il y a quand même toujours c'est une double sécurité, quoi. C'est-à-dire que si tu as une info, si la communication passe pas bien, si tu as quelque chose qui est vraiment important,
tu vas doubler l'information par le panotage. Par exemple, sur les courses d'endurance, par exemple les 24 heures avec les hypercars aujourd'hui, mais même avec les Perrins avant, etc., il y a énormément de discussions par la radio sur les réglages de la voiture, sur etc. Tout ça, évidemment, tu vas pas l'avoir par le panotage. En revanche, des écarts ou le fameux box ou etc., ça va passer par le panotage parce que c'est des informations qui sont vraiment hyper importantes, j'allais dire vitales sur le déroulement de la course, et donc tu les doublonnes pour être quand même sûr que... et les pilotes te le disent d'ailleurs, de toute façon dans la ligne droite, systématiquement ils ont un petit coup d'œil pour le muret. Je prends juste 30 secondes pour te rappeler que Daily Shoes, ce n'est pas seulement la chaîne YouTube pour s'éduquer à l'horlogerie. C'est avant tout la première plateforme d'avis client sur les montres. Quand tu cherches un hôtel, tu vas sur TripAdvisor. Et bien là, c'est pareil. Quand tu cherches une montre, tu vas sur Daily Shoes. Plus de 3500 avis clients sur plus de 1400 modèles et 400 marques sont là pour t'aider à trouver la montre qui te ressemble. Alors, fais confiance aux clients qui ont franchi le pas et rendez-vous sur dailyshoes.com pour faire le bon choix. Tag ER, donc là, on comprend, tu es à l'étranger, aux États-Unis, tu vas avec un pote qui aime les montres, tu te retrouves avec ça, etc. etc. À l'époque, pour toi, Tag ER, c'était quoi? C'était Tag? Ouais, c'était Tag au sens technique d'avant-garde et le nom sur le bloc moteur fabriqué par Porsche, mais que Porsche ne revendiquait pas pour des questions financières et contractuelles. Sur le capot de la McLaren. Donc tu voyais Tag. Mais je me dis qu'il n'y a pas que ça, parce que tu as dit Tag Heuer avec une prononciation qui fait que ça te dit quelque chose, Heuer, comme marque, où là, où finalement, c'est pas cette affaire horlogère, c'est plutôt cette projection, ce souvenir de la Formule 1 avec Prost et Senna. Honnêtement, encore une fois, dans l'inconscience, il y a forcément ça qui joue un peu. Après, c'était aussi, on va être... tout à fait honnête, hein, c'était aussi l'époque où Tag matraquait, Tag Heuer matraquait en termes de communication, de publicité, etc. Il y avait du Tag Heuer partout, dans tous les magazines, puisqu'à l'époque il n'y avait pas l'internet, hein, donc dans tous les magazines, dans tous les trucs, etc. Tu avais des pubs Tag, pas forcément d'ailleurs avec des stars ou avec des trucs, il y avait surtout beaucoup de pubs d'ambiance, etc. Et intrinsèquement, forcément, ça a dû jouer un peu. Mais vraiment, encore une fois, je reviens sur le truc, pour moi, c'est vraiment la montre m'a fait de l'œil dans la boutique, quoi. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. J'aurais pu prendre une Omega ou si elle m'avait fait de l'œil pareil. Il aurait pu, mais il n'a pas pris. Tu parlais de pub à l'époque de Tag Heuer dans les magazines. En 88, Senna est devenu ambassadeur de Tag Heuer, qui est d'ailleurs complètement repris maintenant avec l'énorme retour de Tag Heuer via LVMH en Formule 1. Moi, j'ai compris que tu avais suivi la F1, le Dakar, etc. Quelle lecture tu as sur toute la présence des marques de montres sur place, soit parce qu'elles sont chronométreurs officiels de la course, comme les Rolex aux 24 heures du Mans encore, maintenant ils ne le sont plus en F1, c'est Tag Heuer, ou alors comme sponsor extrêmement présent auprès des marques. Qu'est-ce que ça te dit tout ça? Et est-ce que ça te génère un intérêt ou une émotion particulière vis-à-vis d'une marque ou d'une autre parce que tu les vois associés à des bagnoles que tu aimes, à des pilotes que tu aimes, etc. Alors, il y a un truc qu'il faut comprendre, entre guillemets, c'est que évidemment, c'est un métier passion, mais c'est un métier. Donc, le côté, il y a un pilote que t'aimes, il y a, etc. Il y a pas tant ce côté-là. Je retire beaucoup l'affect de mes relations au cadre professionnel dans lequel je suis. Oui, mais t'en as. Honnêtement, pas tant que ça. Alors, je vais te dire, là, on va sortir de la bagnole, on va partir sur le golf, peut-être plus sur le golf, oui. Des joueurs où je suis fan absolu. Sur la bagnole, si tu veux, par exemple, je vais te prendre un exemple très simple. Quand j'étais enfant, Prost, le français, on parlait de Prost Senna, Prost, le français, forcément, tu es Prost, etc. Bon, j'ai rencontré Alain Prost depuis, etc. Aujourd'hui, si tu me demandes entre Prost et Senna, je vais te dire Senna.
Parce que en fait, le Prost, il y a ce côté magistral de science, d'expérience, d'intelligence de course, etc. Mais aujourd'hui, en talent pur, en talent brut, voilà, c'est plus Senna. Aujourd'hui, je réalise ce que faisait Senna face à Prost. À l'époque, c'est dans ce sens-là où je te dis, c'est très à pas variable l'histoire de Tu suivais déjà la F1 de fans ou de dans ton pilote préféré. la fin de la carrière de Prost, tu suivais déjà la F1 Ouais. Tu veux dire professionnellement? Ouais. Non. T'es arrivé en F1 à quel moment? Mes premiers Grands Prix, c'était juste après les années 2000. Donc 2003, 2004. C'était qui? C'était la grande époque de Schumacher? Ouais. Avec j'ai quelques anecdotes avec Schumacher aussi, c'est assez. Époque Ferrari ou avant époque avec Ferrari, Briatore? Époque Ferrari. Ouais. Il y a un truc qui m'a toujours interpellé. Est-ce que c'est le cas? On parlait des marques dans les bagnoles, dans la course automobile. J'ai l'impression qu'il y a toute une codification en fait extrêmement réglée du pilote comme homme sandwich. C'est complètement ça. Publicitaire entre eux, je mets la casquette X, le truc, le machin, je sors de la bagnole, je mets la montre, etc. J'ai l'impression qu'on voit jamais Lando Norris sans sa Richard Mille. Non. On voit jamais Margot Lafitte sans sa Richard Mille. Non, mais ils peuvent pas en fait. Mais ça, c'est complètement codifié contractuellement. Mais ils ont leur assistant, leur manager qui rappelle attends, faut que tu portes ça. Je pense que c'est aujourd'hui, c'est tellement ancré dans les mœurs que c'est même pas, ils ont même plus besoin d'avoir un assistant. C'est-à-dire que tu verras toujours une interview d'un pilote, le mec se gratte le nez. Le mec remet sa casquette. Le mec, en fait, c'est pas qu'il remet sa casquette ou que son nez lui gratte, mais c'est que comme ça, il amène la montre à hauteur du visage. Comment? Je réfléchis là. C'est exactement ça. Comment vous la trouvez? C'est exactement ça. Et moi, j'ai des pilotes qui m'ont dit qu'ils avaient eu des cours de média training. Ouais. Où on leur rappelait qu'il fallait bien faire ça. C'était très important. Et j'ai fait des interviews, notamment, mais avec... Donc le mec, il est sponsorisé par une marque de pompe, il va falloir qu'il se gratte les pieds, quoi. Limite, ouais. C'est-à-dire que le mec, il va boire dans sa chaussure, par exemple. Et ça, non mais ça, tu veux dire que donc ça, non mais ça, c'est une façon de faire des Australiens. Et c'est en partie, il y a quelque chose d'historique avec Ricciardo, Jack Miller en MotoGP qui le fait. Je sais pas, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'historique, mais entre guillemets, ça tombe très bien, quoi. C'est-à-dire que peut-être que quand tu es Berluti, tu as plus intérêt à aller sponsoriser un Australien qui potentiellement va montrer sa chaussure au niveau du visage que d'aller sponsoriser quelqu'un d'une autre nation ou qui n'a pas de c'est Sioux comme truc. Non mais ça, il doit y en avoir dans tous les sens parce que de toute façon, c'est les casquettes, c'est les équipementiers, c'est les pneus, c'est l'huile. Tu sais, il y a quelque chose qui est très drôle, c'est quand tu regardes, j'ai beaucoup commenté aussi à une époque la NASCAR, et quand tu regardes dans Victory Lane, ce qu'on appelle le bal des casquettes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment, tu vas jusqu'au bout de la course, tu regardes Victory Lane, le gars sort et là il y a les interviews. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, si de temps en temps tu le vois, si t'as un petit plan large ou un truc, hein, en fait tu vois le mec qui est là, qui lui répond à l'interview, et t'as un gars à côté qui a un stock de casquettes comme ça. Et qui lui enlève la casquette quand met une autre, qui enlève la casquette quand met une autre, qui enlève la casquette quand met une autre. Et en fait, c'est le ballet des marques. Parce que chacun, pendant sa minute 30 d'interview, doit avoir eu son petit moment du gars avec la casquette. Je comprends. Truc qui m'a toujours beaucoup interpellé, mais j'ai trouvé ça extrêmement bien réglé, c'est pour ça que je voulais t'en parler. C'est procédure de départ, quelle que soit la course, en tout cas en Formule 1, c'est comme ça. Au moment où les voitures se lancent sur le tour de warm-up, la dernière seconde, c'est le sponsor chronométreur officiel, donc une Rolex Datejust pour faire simple avant, puis maintenant une Tiger Formula One, où on voit l'aiguille des secondes qui passe pile, et là les feux sont verts, etc. Donc gros focus sur les pilotes. Non mais tout est codifié, c'est-à-dire que par exemple, par rapport à ce sponsoring-là, quel qu'il soit, tu parlais de Rolex sur l'endurance, moi je travaille sur les 24 heures du Mans. Il y a des obligations contractuelles avec la marque en tant que télévision où tu dois montrer.
mais pas que Rolex, hein, toutes les marques. Et c'est pareil dans tous les championnats. C'est-à-dire que globalement, à la sortie de chaque course, t'as les gars de la marque qui font, alors aujourd'hui avec l'IA c'est encore plus facile, qui vont calculer exactement le temps d'exposition qu'on a vu la marque. Bien sûr. Il faut que ça soit à partir de... tu dois avoir, je crois, si ma mémoire est bonne, hein, tu dois avoir 70% du logo sur au moins 2 secondes ou un truc comme ça pour que ça soit comptabilisé. Ou sur, ça doit être moins de 2 secondes, mais je ne sais plus, mais pour que ça soit comptabilisé. Et donc en fait, tu as une analyse qui est faite et on vient de voir, et sur les 24 heures du Mans, qui est une course importante, c'est quelque chose qu'on a en temps réel. C'est-à-dire qu'en temps réel, tu as des gens du marketing, de la CO qui viennent voir les gens de la télévision en leur disant « Attention, vous ne montrez pas assez telle marque, vous ne montrez pas assez telle marque. » Tu pointes un Donc sujet, tu fais la course, mais tu fais… Enfin voilà, le côté… Et c'est inévitable. Le côté commercial… Enfin, il faut lancer un chronographe de montre, les amis, qui permet de calculer combien de temps une marque va être exposée. Tu pointes un truc qui est intéressant, c'est que tu as démarré, si je ne me trompe pas, comme journaliste, mais tu fais de la production aussi. Ouais. Et donc là, pour le coup, le journaliste, lui, il est là pour commenter, amener son savoir-faire, faire rebondir un consultant, un spécialiste, un expert, faire des interviews, machin, etc. La prod, c'est différente. Là, le cas que tu décris, c'est la prod, puisque le prod, il y a le réalisateur qui lui dit caméra 1, caméra 2, caméra 3. Et mec, oublie pas de mettre la caméra sponsor, parce que sinon, on va pas rentrer dans le deal qu'on a avec les marques. Mais tu sais, c'est beaucoup. Alors, effectivement, c'est beaucoup plus. Enfin, moi aujourd'hui, je trouve ça beaucoup plus intéressant en fait, que simplement le journalisme, le commentaire, etc. C'est une autre manière de partager ta passion, mais tout en ayant, voilà, tu suis. Moi, je travaille en plus pour ce qu'on appelle les feeds inter, c'est-à-dire la réalisation de la course, la couverture de la course que va reprendre le monde entier. C'est-à-dire que si moi ou mes camarades de l'édition on rate un dépassement, en fait, personne ne verra ce dépassement dans le monde entier. Et c'est ça qui est intéressant aussi, de réussir à vraiment faire partager cette connaissance de la course pour assurer la meilleure couverture possible. Mais à côté de ça, tu as forcément tous ces trucs commerciaux qui rentrent et qui sont des critères. Est-ce que tu sais pourquoi, tu parlais de Formule 1, pourquoi on a fait les arrêts au stand? Faire de la pub? Non, je déconne, mais pour qu'il se passe quelque chose, sinon on s'emmerde. En fait, tu déconnes pas. Ferrari se plaignait à Bernie Ecclestone qu'on ne voit pas assez sa marque sur la voiture. Marlboro se plaignait qu'on ne voyait pas assez la marque sur la voiture. Et donc du coup, en fait, il y avait que la grille où on voyait réellement bien la marque, l'exposition. Et donc Ecclestone a dit, mais il n'y a pas de souci, on va arrêter les voitures en course. Et sont nés les ravitaillements en essence. Ah la vache. Plein de gens disent… Est-ce que c'était pas quand même mixé avec le fait que, alors que c'était à une époque où il se passait vraiment quelque chose. Ouais. Mais à un moment ou à un autre, à l'époque McLaren Tag, en fait, il se passait rien sauf le duel Prost-Senna en fait. Mais après, on est arrivé à des courses un peu soporifiques et là, l'arrêt au stand, c'est une façon de, il y a un problème, il y a un truc, il se passe quelque chose. En fait, c'est plus une affaire de visibilité de marque. Bah oui, tu dévies, tu dévoies un peu la course auto. La course auto, c'est tu pars du départ, le premier qui est arrivé au bout, il a gagné. Tu peux décider derrière que c'est comme… Bon, alors je suis pas très fan de la F1 de nos jours, mais tu peux décider que tu mets le DRS et que ça va permettre… Alors tout le monde s'enflamme. Ah, ils se sont doublés 4 fois pendant le tour et tout. Oui, mais en fait, ils se sont doublés parce qu'à chaque fois que tu es derrière l'autre, à moins d'une seconde, on te donne un artifice pour que tu puisses le dépasser. Donc tu crées du spectacle. Mais la réalité de la course auto, c'est pas ça. Tu sais, c'est qui disait quand a été inventée la course automobile, dès que la deuxième voiture est sortie. C'est-à-dire que voilà, la course auto, c'est ça, c'est tu pars d'un point, tu arrives à un truc, c'est la course à NASCAR à l'ancienne sur la plage, c'est etc. C'est vraiment ça le sel. Et donc en fait, c'est vraiment du commercial qui a fait que on arrête. L'aspect sportif globalement n'est pas, je pense pas qu'il soit à ce moment-là en tout cas rentré en compte. Derrière, imposant ça aux écuries, les écuries se sont mis à utiliser ça
pour bâtir des stratégies qui vont leur permettre de gagner dans les stands ce qu'elles n'arrivaient pas à gagner éventuellement sur la piste. Mais c'est plus dans l'autre sens que ça se passe. Ok, je comprends. Tu parlais, donc là, on ressent une sorte de... Enfin, on comprend, pour ceux qui regardent, on le sait, qu'il y a des biais pour s'assurer qu'il se passe quelque chose. Les Américains sont très forts là-dessus, hein, avec le safety car qui sort pour une aile de mouche sur le truc parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose, sinon il n'y a plus rien et les gens se barrent en fait. Dale Earnhardt, qui est quand même l'une des grandes stars, qui est mort, le pilote de la numéro 3 en NASCAR, qui était une star, son fils Dale Earnhardt Jr. court encore. Dale Earnhardt qui, je crois que c'était sur le Daytona 500, en fait doit s'arrêter parce qu'il doit changer les pneus. Et il y a une règle en NASCAR, c'est quand tu as un débris sur la piste, c'est drapeau jaune et tout le monde peut rentrer, etc. Et donc en fait, tu le vois, enlève son gant et le jette par la fenêtre sur la piste. Il y a un drapeau jaune sur la piste, je peux rentrer. Donc il y a drapeau jaune, débris sur la piste, je peux rentrer. Eh oui. Et qui dit changement de pneu ou arrêt au stand, dit opportunité publicitaire avec un cut ou alors opportunité de sponsoring. Je voulais venir sur la partie du sponsoring des pilotes, puis aussi des joueurs de golf. Alors même si le lien montre et golf est différent, là on est plus sur peut-être une perspective très sélecte et haut de gamme qui fait que les marques sont très orientées sur le golf. Laisse-moi finir ma question. Je suis pas d'accord avec toi. Et ben justement, c'est pour ça qu'on est là dans Petite Montre entre amis. Justement, sponsoring des pilotes, et puis après, en même temps, comme tu veux, sur le golf, t'as les Verstappen, les Hamilton, quoique Hamilton est avec IWC, Verstappen avec Tag Heuer, Charles Leclerc avec Richard Mille, etc. Mais j'ai le sentiment que quand on descend dans toutes les séries, quand je dis descendre, c'est pas péjoratif, hein, parce que champion du monde de GT et tu gagnes les 24 heures du Mans en GT, si tu es sur une Porsche, c'est que tu es pilote officiel Porsche. Hein. Si tu es sur une Ferrari, c'est pareil. Mais ça s'appelle la F Corset, c'est un peu différent. Mais quand tu descends en Porsche Cup, par exemple, ou en compétition, ne serait-ce que nationale, tu as des pilotes qui sont quasiment systématiquement, ou pas d'ailleurs, systématiquement sponsorisés par des marques de montres. Tu as ça ou pas? Non. En Porsche Cup, les mecs, ils sont pas sponsorisés ou des choses comme ça, non? Pas très peu, en fait. En tout cas, pas par des grandes marques. Mais en fait, pourquoi est-ce que, et c'est pareil en golf, pourquoi est-ce que les montres, les manufacturiers de montres sponsorisent des grands pilotes ou des grands joueurs de golf? C'est parce qu'en fait, on va être très basique, la clientèle première, c'est du CSP+. En golf, c'est du CSP+. C'est pour ça que le lien, c'était plus la CSP que le sport lui-même. Ah non, mais c'est ça. En voiture, en fait, qui achète cette superbe montre? Des gens qui ont les moyens de rouler, par exemple, en GT. Et là où tu disais, oui, mais le championnat de France, est-ce qu'ils sont sponsorisés? Non, mais ils ont tous une montre magnifique au poignet. Parce que avant, la première étape, entre guillemets, pour eux, c'est de s'acheter une belle montre, et puis derrière, dans la foulée, j'allais dire, c'est s'engager avec un pilote pro ou un truc pour aller rouler en GT-AM, pour aller, etc. C'est le même milieu, en fait. Un peu comme, et derrière, et tu as beaucoup de compétitions de golf qui sont en support des courses et des courses auto. Sur les week-ends de courses de championnats nationaux ou de championnats d'Europe, tu as très souvent je savais pas partie de golf la veille ou l'avant-veille où tu as les golfeurs du plateau qui viennent ça fait partie en fait de l'événementiel que paye un sponsor. Puisqu'en fait, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Et là, c'est une question que je te pose, c'est pas une affirmation, bien évidemment. Avoir un sticker sur une bagnole, en fait, c'est un impact potentiellement publicitaire et médiatique si la course en question est très suivie, mais c'est avant toute chose le fait que plus tu as un gros sticker, plus tu as passé de fric dans le budget de l'écurie, et qu'à partir de là, tu as à chaque course, tu as 12 places, un dîner avec un pilote, et potentiellement tu viens greffer des parties de golf, du cheval, de l'équitation. C'est un peu ça le système. Tu as du VIP qui va avec. T'as beaucoup... c'est le truc... Je pense même que c'est ça plus que la visibilité. Je vais être franc avec toi, je pense qu'avant tout, c'est ça qui s'achète. Oui, parce qu'un sticker, sinon, quand on voit le nombre de stickers... C'est faire plaisir à leurs clients de les amener sur le circuit dans l'écurie.
dans le box, ou de leur faire participer à un programme, ou de etc. C'est ça en fait qu'ils achètent plus que la visibilité sur la voiture. Alors sur tout ce que tu as fait, Dakar, F1, Endurance, tu as fait le rallye aussi? Ouais. Ouais. T'as vu des belles bagnoles, forcément, mais tu as vu des belles montres, tu as vu des gars passionnés, tu as plutôt vu une équation économique de business? T'as dû en croiser des toquantes quand même. Ah, mais moi je suis hyper cynique, donc c'est avant tout un business. Enfin, il faut pas se leurrer. Si tu veux, c'est comme si aujourd'hui tu regardes le foot et tu vas à un match de foot et tu te dis ou tu regardes et tu te dis ah là c'est 22 joueurs qui s'amusent à jouer. Non, en fait c'est du business. La bagnole, le golf, ils peuvent etc. le faire avec passion. Non mais alors oui, mais dans ce cas-là tu descends de catégorie. Tu vas pas en championnat du monde. En championnat du monde, c'est du business. Il faut des gens pour conduire la voiture. On va aller chercher le business de cette voiture. Mais c'est pour pouvoir mettre la voiture en avant et faire du business autour. En revanche, tu vas dans les championnats plus nationaux de GT, etc. Où là, oui, là, tu as du vrai passionné. Même sur les 24 heures du Mans, hein, les catégories GT AM. Là, t'as ouais, mais du attends, vrai mais passionné, toi, quoi. Tiens, regarde, je te la repasse, jette un œil, je suis sûr que tu l'as jamais vu. Mais attends, moi, je vais regarder la tienne surtout. Le vainqueur des 24 heures du Mans, l'équipage des 24 heures du Mans, qui a lieu dans quelques semaines dans la Sarthe, il y a un plateau d'hypercar absolument phénoménal. Ils repartent quand même chacun avec une Rolex Daytona gravée j'ai une 24 Hours Le Mans winner. Attention, seuls les vainqueurs au scratch bien sûr. gagnent cette montre. Il y a une anecdote géniale là-dessus. Attends, vainqueur au scratch, donc pas en LMP2, non, pas en GT, le premier du classement. Le scratch, ouais. Il n'y a que lui qui gagne la montre. Enfin, les trois qui gagnent la montre. Et il y a une anecdote qui est à mourir de rire, c'est que Giancarlo Fisichella, la première année où il fait le Mans, il le fait en GT. Ferrari, ouais. Pour Ferrari, pour AF Corse. Et il le fait avec Tony Villander et je ne sais plus qui, Gian Maria Bruni, je crois. Et les deux lui montent un char, en fait. Ils lui disent, tu sais que si on gagne, on a la montre. Hein. et Fisichella est comme un dingue. C'est limite, ça le surmotive. Il veut absolument avoir la montre, machin. Et les mecs gagnent. Il sort de la voiture et il va aller voir, ouais, j'ai la montre et tout. Et en fait, c'est sur le podium du GT. Donc, ils arrivent, on lui donne les trophées, les tout machin. Et puis lui, il est là. Ben, la montre, elle est où? Et les deux lui disent, non, mais en fait, tu sais qu'il n'y a que quand tu gagnes le scratch que tu as la montre. Hein. Et le gars, et tu le vois sur les photos, le mec sur les photos officielles, le mec est dégoûté, quoi. Il vient de gagner les 24 heures du Mans, c'est sa première participation et tout machin. Et en fait, il est écœuré. Parce que le seul truc qui l'amusait, qui voulait lui, c'était avoir la montre. Oui. Alors, je me souviens pas de cette anecdote-là parce que j'y étais pas. Et ça se passe au moment du podium, sur la ligne droite d'arrivée. Par contre, Fisichella, Bruni et Villander, ils tournaient en F430 à l'époque. AF Corse, Emmanuel, ouais. C'est Ferrari officiel qui s'appelle AF Corse. C'est super cette look, mais alors par contre, du coup, je vois tous les scratchs qu'a ma montre. Ah bah oui, parce que on le voit avec vous le verrez avec son autre montre tout à l'heure, on voit que tu les portes. Hein. Je veux dire, ça c'est. Alors celle-là, c'est celle que tu portes au quotidien. C'est celle, parce qu'on a compris que c'était la première que tu avais achetée. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, c'est celle que je porte le plus souvent, ouais. Que je porte au quotidien. À l'époque, quand je l'ai acheté en premier, je la sortais pour les grandes occasions, quoi. Je la mettais quand c'était ma montre de soirée, je te dirais. Aujourd'hui, c'est plus, effectivement, aujourd'hui, c'est la montre que j'ai acheté d'autres montres depuis. Et c'est la montre, c'est la montre que je porte le plus souvent, celle-là, ouais. Bon, en tout cas, ça se voit et ça fait plaisir de voir une montre qui est extrêmement portée. Et puis elle a un look quand même ultra singulier, presque un look de montre qu'on voit plus aujourd'hui. C'est assez exubérant, c'est très, comment dire, très délirant dans les formes, etc. Ça se voit assez vite qu'on est, moi j'appelle ça une young timer.
un peu comme les voitures de collection qui viennent d'avoir 30 ans ou 25 ans, mais c'est déjà le règne il y a pas mal de plastique, de trucs, voilà. Les amis, une 205 GTI, 1,6 litre ou 1,9 litre, c'est une Youngtimer, une Super 5 GT Turbo, c'est une Youngtimer. Les premières Miata MX-5, c'est des Youngtimer. Est-ce qu'avec ça, ça t'a rapproché, ça t'a éloigné ou ça a absolument rien changé sur ta relation à Tiger, je t'en ai un petit peu parlé, mais à Mercedes, SLR, ça change rien. Non. Ouais, donc tout ça, en fait, ça confirme, je veux vérifier, hein, ça confirme que tu l'as acheté parce qu'elle te plaisait. Ouais. Il y avait forcément une dimension un peu sportive avec des chronos, mais c'était pas lié à « Ah putain, ça me dit bagnole, let's go ». Non, je te dis, sincèrement, moi ce que j'aime beaucoup sur cette montre, c'est ça aussi. Tu vois, qui rappelle évidemment la prise d'air latérale de la SLR. Ouais. Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que ça avait vraiment de la gueule, que ça allait très bien, que ça faisait un joli bracelet. Je suis plus bracelet plastique que bracelet acier. Ça faisait un joli bracelet, c'était magnifique, etc. Et derrière, en fait, mais je ne sais pas combien de temps après, d'un coup d'un seul, ou c'est en lisant dans un truc, j'ai réalisé qu'en fait, ça reprenait la prise d'air latérale de la voiture. Mais que le même design, etc. Mais pas une seconde. J'ai fait le rapprochement quand j'ai acheté la montre. Ouais, je comprends. Il y a un truc qui est intéressant aussi qui se fait globalement plus aujourd'hui parce que là, en 20 ans, la marque Tiger et comme la plupart des marques horlogères ont vraiment bondi en termes de notoriété et de puissance marketing. Mais là, on a quand même j'exagère un peu, mais on a quand même un Mercedes-Benz qui est presque aussi gros sur le cadran qu'une Tiger. Et ça, c'est un truc quand même historique. Dans les années 50-60, toutes ces marques-là, alors Heuer à l'époque, puisque Tag est arrivé qu'en 85, avaient des commandes de grandes entreprises pour t'as passé 20 ans chez nous, où on veut faire une série spéciale pour remercier des clients, etc., où il y avait quasiment la marque qui disparaît, c'est au profit de celui qui a payé les montres. Ouais, voilà. ça. Et ça, aujourd'hui, ce rapport de taille a complètement disparu, ou alors on va sur des montres dites purement publicitaires, mais là c'est des montres fabriquées en Chine à 5 balles où on rajoute un logo. Donc là, celle-là, c'est la première que tu as achetée, t'en as ramené une autre. Où est-ce qu'elle est ? Ah, tu l'as cachée derrière toi. Tiens, celle-là, on va la mettre ici. Alors, tu remarqueras, alors c'est une Alpina extrême. Voilà, tu remarqueras qu'il y a quand même un design qui est globalement le même. Alors celle-là n'est pas chrono, mais qui reste surtout sur de la très grosse montre en fait. Moi j'aime les gros cadrans. Là, tu avais un truc, mais c'est assez bizarre parce que tiens, je te repasse celle-là. Celle-là, elle me va bien, donc en fait, tu n'as pas un si gros poignet que ça, t'en bouges pas. On refait un check parce que non, t'as un poignet un tout petit peu plus gros que le mien, donc t'as pas un gros poignet non plus, mais celle-là, moi j'aime les grosses montres. Ah ouais, non, mais là c'est pas. C'est pas une grosse montre. Oui, mais tu vois, regarde. Elle est très jolie, mais pour moi, elle est trop petite, quoi. Ah ouais, mais ça sur le poignet, pour moi, elle est trop petite. Ah, mais alors ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette montre, mais il faut qu'elle soit plus grosse, quoi. Les amis, vous avez entendu, hein, peut-être pour un prochain projet, si vous voulez la voir, cette montre en vrai, vous êtes sur Paris, région parisienne, jeudi 5 juin, 19h à Paris, ce sera dans le 11e, un super hôtel. Je vous accueille pour que vous puissiez venir, il faut vous inscrire, c'est bien évidemment gratuit. Le lien est là en dessous, il y aura des fans de montres, des collectionneurs, des fans de caisses, la marque qui sera là avec Louis, l'un des cofondateurs. Jeudi 5 juin 19h à Paris. T'as un truc, putain je crois que j'en ai jamais vu une aussi grosse, demande c'est plus gros qu'une Panera, il y a un truc, etc. Alors celle-là tu l'as acheté quand ? Alors celle-là c'est toute une histoire, c'est toute une histoire aussi. Celle-là en fait j'étais sur un circuit, je vais te dire je l'ai acheté sur le circuit de Nevers-Manicourt, tu vois je m'en souviens très précisément, lors d'une course de championnat de France de FFSA, de Super Série FFSA. Alpina en fait était sponsor de BMW, d'une équipe, et j'avais fait beaucoup de choses, mais sans rapport avec quoi que ce soit, parce que l'équipe était intéressante, les pilotes étaient intéressants, etc. Et sur l'ensemble de l'année, j'avais fait beaucoup de reportages en fait,
sur pour de la presse écrite, pour de la télé? Non, pour de la télé, ouais. Pour de la télé, en fait, on faisait un 52 minutes sur le GT, un 52 sur la Clio, etc., etc., et sur les différentes catégories de la super série FFSA de l'époque. Et là, il y avait BM. Et en fait, en GT, il y avait BM. Et BM était sponsorisé par... Qu'est-ce qu'ils avaient à l'époque? Une Z3? Une Z4? Non, c'était ça devait être... Je crois que c'était une M6, si je dis pas de bêtises. Okay. Et en fait, ils étaient sponsorisés par Alpina. Et l'équipe était intéressante, les mecs étaient des bons clients, etc. Donc j'allais régulièrement les voir et puis sportivement, ça se passait bien. Et un jour, il y a un des pilotes qui me dit c'est vraiment sympa ce que tu fais pour nous et tout machin. Je lui dis tu sais, moi je fais pas de trucs particuliers, hein, c'est juste que c'est l'accueil que vous m'amenez est sympa, que vous m'accordez, et le temps que vous me donnez et tout est sympa aussi. Donc voilà, vous faites des bonnes perfs et tout. C'est ouais, non mais quand même, je sais pas ce qu'on pourrait faire pour te remercier, etc. Machin. Je dis non mais tu me remercies pas, t'as pas besoin de me remercier, c'est mon taf et tout. Et puis et en fait le gars, donc j'avais cette montre là et le gars me dit alors il faudrait que je vois parce que je vois que t'aimes les montres. Il faudrait que je vois avec, je ne sais plus le nom si on peut pas faire quelque chose pour toi, machin, etc. au niveau de la marque. Alors moi je me dis super, je vais récupérer une Alpina gratos, ça va être top. Et puis en fait, donc ça c'était dans le cours de la saison parce que ils étaient déjà là l'année d'avant. Et en fait à Ménicourt il me dit écoute, les gens d'Alpina sont là, ils ont un showroom dans l'hospitalité. Viens et vois s'il y a une montre qui t'intéresse, etc. Ils te la font à prix coûtant, quoi. Enfin, et donc du coup, je viens, je regarde et tout, et comme l'autre, hein, j'arrive, il y avait 10 montres sous cloche, bam, celle-là tout de suite. Et je la vois et je dis au gars, ah celle-là elle est magnifique, hein, elle me plaît, elle est vraiment belle, machin truc. Et je ne sais plus combien c'était, plusieurs centaines d'euros quand même, mais je ne sais plus combien c'était. Et donc je dis au gars, bon bah écoute, il me dit mais par contre moi j'ai pas de TPE, j'ai rien quoi. Donc je te la garde là jusqu'à la fin de la journée, machin, mais s'il y a un gars qui vient, parce que nous on est là pour les vendre, s'il y a un gars qui vient et qui l'achète, oui. il l'achète. Hein. Oui, bien sûr. Donc moi du coup, entre deux courses, je prends une voiture de ma caisse, je sors du circuit. Je ne sais pas si tu as déjà mis les pieds à Nevers-Ménicourt. Non. Mais dire que, tu sais, non, c'est pas sympa pour le circuit, il faut pas que je dise ça, mais entre nous, on dit pas Nevers-Ménicourt, on dit Never-Ménicourt, tu vois. Parce qu'il y a le petit côté, t'es paumé au milieu de nulle part. Il n'y a rien autour. Il n'y a rien autour. T'as 3 villages, mais enfin voilà, c'est vraiment pas toute la problématique de la F1 qu'elle est avec, etc. Et donc en fait on dit, et donc je pars avec ma voiture pour essayer de trouver un distributeur pour pouvoir retirer l'argent dont j'avais besoin pour acheter la montre. Évidemment j'arrive dans le premier village, le distributeur, il n'y a plus d'argent dedans. Je vais dans le village d'à côté, il y avait 300 balles à l'intérieur du distributeur, je vide le distributeur, mais c'était pas suffisant. Enfin je me barre du circuit pendant quasiment 2 heures, alors que normalement j'étais quand même là pour taffer, pendant 2 heures pour pouvoir trouver les sous dont j'ai besoin, et je reviens avec mes petits bifetons et tout, et donc le mec me dit bah écoute super, tiens machin truc bidule, et donc j'ai acheté cette montre qui est devenue en fait tu sais, je te disais, celle-là, c'est ma montre de sortie. Celle-là, c'est devenu ma montre de tous les jours à l'époque. Je la mettais tout le temps parce que je la trouvais vraiment magnifique. D'ailleurs, tu vois, elle a particulièrement morflé. J'ai fait un certain nombre de Dakar avec celle-là. Et aujourd'hui, en fait, ouais, c'est vrai. Voilà, on va dire ça. Alors, j'ai une autre. Ça, c'est ma montre de tous les jours. J'ai une Rolex aussi qui est ma montre de sortie. Et ça, c'est ma montre sport. Je pars faire une rando avec des potes ou si je vais mettre celle-là. Mais si tu repars sur le Dakar, tu vas mettre celle-là? Honnêtement, ouais. Je suis pas sûr, je pense que je mettrais une montre toute pourrie parce que elle morfle tellement que je préférais, tu vois, je vais aller m'acheter, je crois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, hein, j'ai dû faire 2 Dakar avec celle-là, et derrière je suis allé m'acheter une montre Decathlon en plastique à 200 balles, machin, pour si je la flingue, je m'en fous quoi. Non mais ça morfle quand même sur le Dakar. Oui, et puis c'est intéressant, on le voit, elle a un traitement en PVD, hein, c'est une façon de recouvrir l'acier d'un revêtement de couleur. Là en l'occurrence il est noir, donc forcément à chaque fois que tu pètes,
t'enlèves le surfaçage, et là on voit bien effectivement que ta lunette elle a pris. Et d'un autre côté, t'es purée, on a l'impression que t'es au moins en 50 mm, pas loin quoi. Peut-être 40. Ouais, mais t'as l'impression qu'elle est énorme, et en fait elle est pas si grosse que ça. Hein. Ouais, il y a des petites anses, elle est pas si grosse. Non, mais quand je te dis elle est pas si grosse, c'est par exemple, je sais pas si on en parlera moi j'ai une fascination pour les grosses montres. La prochaine que je voudrais... Ça nous rassure quand même. Hein. La prochaine que je voudrais acheter est d'un diamètre 46. Ouais. Et je les ai mis toutes les deux côte à côte. Ouais. Et ben en fait, celle-là est du diamètre 40. T'as l'impression qu'elle est du diamètre 46 à cause du bord, à cause des anses, à cause etc. Mais le cadran en lui-même est pas du tout un les amis, 46, plus le cadran est petit sur l'ensemble du boîtier, d'accord, plus la montre fait petite. Voilà. Donc tu peux avoir une montre en 40 mm où tu as là, tu as un réo, tu as une lunette. Ça fait beaucoup, hein, ou parfois tu n'as rien du tout et là ta montre elle paraît très grande. Donc là tu as un cadran qui est relativement petit et puis tu as des cornes ici qui sont pas très longues, très plates, et ça réduit la taille de la montre. Pour autant, c'est une montre qui est imposante, mais sa perception n'est pas tant que ça. Qu'est-ce que c'est quoi cette montre en 46 mm là? Fais-moi deviner là. Donne-moi deux, trois infos, je vais essayer de deviner là. Comme Madame Irma, là. Attends, je ferme les yeux parce que sinon je vais le voir. Attends, il faut que j'arrive à te donner des infos qui te mettent pas trop dans le truc non plus. Dans le bazar. Ouais. Alors, je te dirais double couronne, peut-être même triple couronne. Ouais. Chrono. Ouais. Aviation. Ouais. Breitling. Ouais. Ouais, c'était pas difficile. Hein. Bah non, c'est ce que je te dis. Et donc, le modèle en 46, je sais pas s'ils ont. Ah, Breitling 46, c'est le gros format Navitimer, ça. Voilà. Ben c'est pas, je veux dire, c'est ça qui est fascinant. Mais il y a une logique par rapport au montre que j'ai, quoi. C'est ça. Alors ça aurait été tout aussi fascinant et intéressant que tu me dises ma prochaine montre, je veux quelque chose de très très classique, habillé, une petite Cartier Tank, un truc. Là je me dis waouh, la vache, putain, qu'est-ce qu'il a picolé ou quoi? C'est pas possible. Non, en fait c'est ton style. Alors mais attends. Qu'est-ce qui te plaît dans celle-là? Ouais, mais alors attends. Parce que si tu me demandes en même temps celle d'après. Ah, le après-après. Le après-après, ouais. Je te dirais, ça serait une grande Reverso de Gégère, tu vois. Ah bah voilà, et pourquoi? Qui est beaucoup plus... Mais pourquoi? Parce que je trouve que cette montre a une classe absolue. Non, mais sans dire que je suis pas du tout de polo, etc. Mais je suis pas fan de chevaux, trucs, machin. Donc, mais je trouve que cette montre, visuellement, a une classe... incroyable. Tu sais que, alors c'est intéressant, évidemment beaucoup de gens, et c'est normal, hein, c'est logique, associent Jaeger-LeCoultre au polo. Tu sais, ils ont rarement été en partenariat dans l'industrie automobile. Il y a quelques années, pour autant, ils étaient avec Aston Martin. Ouais, je les ai. Il y avait des choses assez intéressantes. Et puis, si on regarde ce que font les marques de montres avec l'automobile, on est toujours sur des modèles assez puissants, exubérants, en essayant d'aller chercher le parallèle entre l'innovation technique, l'innovation des matériaux et l'ultra-performance sur les voitures, avec le carbone, avec toutes ces choses-là, etc. Et de le transposer dans les montres comme la dernière IWC avec Toto Wolff, Richard Mille bien évidemment avec Ferrari et puis bien d'autres. Et moi j'ai une montre pour toi. Par contre il faut charbonner mec, hein, parce que c'est pas donné. Ça me fait plaisir d'en parler, c'est la marque Lorige, L-O-R-I-G-E. J'ai rencontré Clément Etiandre, je voudrais pas écorcher ton nom à Time to Watches, c'est une marque franco-suisse avec un positionnement qui va vraiment te parler. Ils font fabriquer leur boîtier. Il y a eu plus de 2 ans de R&D pour trouver vraiment une solution qui soit fiable techniquement. Le boîtier est moulé, usiné à partir de plaquettes de frein de voitures de course qui ont roulé. Ouais, ça me dit quelque chose. Donc leur gamme, ça démarre à 20 000 balles ou 30 000 balles de mémoire. Ils récupèrent en fait les plaquettes d'un milieu que tu connais bien, de 3 écuries de LMP2 en WEC. Ouais. Et à partir de là, ils récupèrent les plaquettes
Et ils en font des séries limitées avec la voiture qui a fait 3e, la voiture qui a fait 2e, etc. etc. Et ils ont dans des délires pas possibles. Dites-moi si vous voulez que je l'invite, Clément de chez Lorige. Ils ont sorti 3 modèles exclusifs de tourbillons fabriqués avec les plaquettes de la dernière McLaren MP4 avec laquelle Senna a été champion du monde. Et ils ont racheté les plaquettes de frein des Concorde d'Air France pour faire des montres. Donc ça, j'aime parler de ça, tu vois, c'est notre sujet de discussion, c'est la dimension figurative de la montre. Alors là, évidemment, il y a une expertise en termes de R&D, mais quel message? Non, mais en dehors de ça, surtout ce qui est intéressant, c'est que l'objet a une histoire. C'est ça. Tu t'achètes pas une montre, tu t'achètes un bout du Concorde, tu t'achètes un bout de la MP4. Comme là, avec ta atelier Jalabert, tu as un bout de la Jaguar Type E qui a gagné, je me souviens plus du nom du pilote et du copilote, mais qui a gagné le Tour Auto en 2020. C'est quelque chose d'intéressant. Forcément, après, on peut venir sur le calibre, les mouvements, le truc, le rapport qualité-prix, etc. Mais c'est un autre sujet. On s'attache à une montre pour des raisons. Et toi, là-dedans, tu as le souvenir de super moments que tu as passé avec l'équipe à Manicourt. Ce que je trouve sympa dans cette histoire, c'est que Alpina, pour les fans de caisse, c'est un préparateur BM. Voilà. Mais Alpina, pour les fans de montres, c'est une union horlogère, un truc assez spécifique créé à la fin du 19e, qui n'a rien à voir avec le Alpina préparateur. Et donc quand tu as dit BMW M6 avec Alpina, je me suis dit putain mais merde, c'est assez drôle parce que ça vient fusionner deux Alpina qui ont absolument rien à voir. Ils font toujours des préparations BM là? Je pourrais pas te dire parce que ça fait un petit moment que j'ai quitté, comme je te dis, le milieu du GT, etc. Aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus sur la prod, et donc en fait sur la prod, tu es nettement moins au contact des équipes parce que tu as moins besoin, enfin c'est pas que tu as moins besoin, tu discutes avec les journalistes qui vont dans le paddock, mais tu discutes plus directement avec les équipes parce qu'en fait toi tu as tellement d'autres choses à gérer qu'en fait les journalistes que j'étais donc avant d'être dans la prod, eux vont nourrir leurs commentaires, chercher des infos, discuter, faire des sujets. Je te rends l'autre. Ouais, non, mais de toute façon, vous savez, lui, il ne le sait pas, je vais lui dire maintenant, celle qui me va, je repars avec. Ah, très bien. Ah, bah voilà. Ça va être terrible parce que celle-là, elle a morflé hein, quand même. Hein. Raconte-moi. Déjà, l'autre, j'ai trouvé que je voyais beaucoup de… comme le dit Jérôme, souvenez-vous, il était venu sur la chaîne dans l'épisode où il présentait 5 chronographes de collection. Grand fan de ER, il faudrait que tu regardes cet épisode, Emmanuel. Comme il dit, ce qui est bien avec cette loupe, c'est qu'on voit tout. Et ce qui est dommage avec les dessous, c'est qu'on voit tout aussi quand ça va pas bien. Juste, est-ce que je peux t'appeler aussi commentateur sportif? Ah bah oui, à fond. À fond, j'ai fait ça. Justement, tu sais, c'est ça qui est beau avec le journalisme d'une manière générale, c'est que le journaliste, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Il y a un tel éventail de métiers potentiels qui sont liés à cette appellation. Tu peux être reporter, écrit, radio, télé, tu peux être intervieweur, tu peux travailler dans la prod, tu peux être commentateur sportif, tu peux être éditorialiste, qui sont des métiers à chaque fois complètement différents les uns des autres. Et c'est ça qui est très intéressant, surtout quand tu es indépendant, comme moi j'ai toujours été indépendant. C'est qu'en fait, tu as la possibilité de, dans ton année d'activité, en fait, de mixer plein de casquettes différentes. Tu vas être commentateur pour du golf ou de la voiture, et puis à côté de ça, tu vas faire de la prod, et puis à côté de ça, tu vas faire de la communication parfois, et puis à côté de ça, tu vas faire de la communication pour des équipes, et puis tu vas faire intervieweur, et puis c'est ça qui est intéressant. Justement, comment ça se passe quand tu commentes une compète de golf ou que tu commentes une course automobile? Il y a le cas où tu es sur place et le cas où tu es en studio. Ouais. Quand tu es en studio, en fait, tu es avec un acolyte, un consultant, un spécialiste, un ancien joueur ou un ancien pilote, et puis c'est une affaire de ping. En fait, vous regardez les images et vous regardez la même chose que toi tu regardes. Voilà, mais vous entendez pas, en fait, tu vois ce que je veux dire? Enfin, vous regardez la même chose et puis en fait vous commentez. Ouais.
Mais enfin, entre guillemets, on Donc pourrait... ça sert à rien que tu te grattes le nez pour montrer ta montre, parce qu'on ne voit pas, quoi. Moi non. Alors ça dépend. Par exemple, quand on travaillait pour Golf Channel, Feu Golf Channel, en fait, on avait une caméra dans le... si tu regardes la F1, Julien a une caméra qui le masque plus ou moins en fonction de ses envies, etc. Mais tu le vois en cabine. Donc à ce moment-là, peut-être qu'il se gratte le nez ou le truc, je sais pas. Nous, à l'époque, en golf, on avait une caméra dans la cabine et on faisait toutes les prises d'antenne où on nous voyait. Sur place ou Non, en cabine, en studio à Paris, ouais. En studio. Ouais, enfin, honnêtement, enfin, je vais briser un mythe, je crois, pour les gens, mais honnêtement, à part les gars sur la F1 et le MotoGP, et il n'y a pas grand monde qui se déplace. Ouais. Hein. Si, les commentateurs de foot ou de rugby, parce qu'ils vont sur des sites qui sont pas très loin, ou des trucs, mais tous ces commentaires-là représentent peut-être 2% du commentaire général. On le voit bien avec du volume de commentaires avec général. le golf sur Canal+, que oui, ils sont pas. à part les majeurs et The Players, il n'y a pas d'équipe sur place. Et même, c'est même plus vicieux que ça. C'est que je crois que en fait, alors je sais pas comment c'est maintenant, mais à une époque, il y avait un binôme de commentateurs sur place. Mais il n'y avait pas les 2 ou 3 binômes de commentateurs sur place. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui allait pour faire les plateaux, etc. etc. Donc à l'époque, c'était Thierry David, Jean Vandevel, qui y allait. Mais il me semble que les autres commentateurs, les autres binômes, sauf à ce que, par exemple, des fois, il y avait Boulet qui était sur place pour aller faire des à côté, en fait. Des interviews, faire des petits reportages, des trucs, etc. Et donc, du coup, mais je crois que d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'ils commentaient à ce moment-là. Et en fait, les autres duos étaient à Paris. Il y a une différence dans la façon avec laquelle tu te préparais et entre être sur place non, entre sport auto et golf. Parce que c'est pas le même rythme, c'est pas le même timing. Peut-être que l'endurance, on pourrait le qualifier de... De toute façon, c'est long, hein, ça va durer 6 heures, 8 heures de Suzuka, etc. 6 heures de Spa. Tu as besoin d'être moins préparé, en fait, sur de... En fait, j'ai tendance à dire ça toujours, et les gens se rendent pas forcément compte de ça, mais c'est infiniment plus compliqué de commenter le Grand Prix de Pau. Tu vois, ça m'est arrivé de faire ça, 9 heures d'antenne. Tu commentes le Grand Prix de Pau avec que des catégories et des mecs que tu... C'est infiniment plus complexe de commenter ça que de commenter un Grand Prix de F1. Un Grand Prix de F1, tu as toutes les infos du monde qui sont disponibles. Oui. Donc ta préparation, elle est hyper... Et en plus, ce sont des courses, effectivement, par rapport à... qui sont pas longues. Donc globalement, c'est du sprint. Alors bon, aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'il se passe pas grand-chose sur les Grands Prix, donc il faut bien meubler. Mais à la base, tu commandes ce que tu vois, quoi. Enfin, s'il se passe des choses en course, pendant 2 heures, c'est du sprint, moins de 2 heures. Voilà. Sur les 24 heures du Mans, il est certain qu'il faut que tu pars avec des billes, quoi. Parce que tu peux pas être uniquement dans l'action. Parce que finalement, l'action ne dure pas pendant 24 heures, même s'il y a beaucoup d'action. Et puis, tu as 55 bagnoles, 3 pilotes par bagnole, ça fait du monde. Hein. 3 ou 4 catégories, ça dépend des années. C'est ça. Donc cette année, tu y vas ? Ouais. Tu vas faire quoi ? Comme chaque année depuis presque 15 ans maintenant, plus que 15 ans même, je vais faire chef d'édition pour le Signal International. Ok. Donc c'est toi qui vas, t'es l'AFP de la course pour les diffuseurs internationaux. T'es là que les gens vont venir récupérer les images qu'ils veulent passer. Alors en fait, on fournit... Si j'ai compris ce que tu disais. Hein. On fournit à tout le monde, l'ACO en fait paye mais c'est pareil dans tous les, pour tous les sports, mais là l'ACO paye une entreprise pour faire la production de la couverture de sa course. Et donc cette entreprise fait ce qu'on appelle le feed international, qui est ensuite distribué à toutes les chaînes dans le monde et qui
elles peuvent de surcroît détacher des moyens sur place pour habiller ce feed. Mais il y a une seule équipe qui filme la course pendant 24 heures. Ce qui se passe en piste, c'est l'équipe de l'ACO, de l'Automobile Club de l'Ouest. Et donc moi, je travaille pour cette société qui est payée par l'ACO, enfin qui est missionnée par l'ACO pour couvrir la course pour tout le monde. Et mon boulot, on va dire globalement, c'est en regardant les datas, en connaissant la course, les trucs, etc. C'est, on va dire, guider en écoutant les radios. C'est pour ça que je te parlais des radios tout à l'heure. En écoutant les radios qui passent entre les équipes et les murets. C'est de, on va dire, guider un peu la réalisation pour être sûr de pas passer à côté du dépassement hyper important, du truc, parce que tu es en train de suivre la bagarre, on va dire, pour la tête de course dans la catégorie Rennes, du côté des hypercars. Alors, en fait, c'est en GT que ça bastonne. Et par exemple, c'est en GT que ça bastonne, ou alors tu pars en GT et à ce moment-là, il y a un problème pour le leader de la catégorie Rennes, il faut aller le voir. Et puis, tu as d'autres problématiques aussi qui font que tu as X hypercars, il faut toutes les montrer au moins une fois. Tu as X GT, il y a un tel qui a missionné entre guillemets pour qu'on voit sa voiture particulièrement, donc on va voir particulièrement cette voiture. Tu as c'est une course de 24 heures, donc tu sais que dans la nuit les États-Unis vont être plus à regarder ta course à cause du décalage horaire. À l'inverse, avec le Japon, c'est plutôt le matin, etc. Donc tu vas plutôt aller voir de l'ambiance Toyota au petit matin que d'y aller le soir, parce qu'en fait le soir au Japon c'est pas pertinent. Non, mais là il faut que tu montres Cadillac. Voilà, et donc là du coup tu vas aller montrer Cadillac et tu vas aller montrer surtout les bagarres de GT, parce que alors maintenant il y a Cadillac, mais avant à la grande époque tu avais Corvette qui était en GT et qui très souvent jouer la gagne. Donc, voilà. Donc, tu dois prendre tous ces critères-là en compte, en plus évidemment de l'intérêt purement sportif de ce qui se passe sur la piste. Tu vas mettre laquelle de montre? Probablement celle-là. Probablement. La montre de travail, la Alpina, qui n'a rien à voir avec la Alpina qui prépare les BMW. Ils tournent en GT BM maintenant. De mémoire, ils avaient pendant des années c'est-à-dire que maintenant, oui, alors ils sont toujours en GT. Des voitures décorées avec un artiste bien connu, là, je me souviens plus de son nom. Oui, non, c'est plus le cas. Maintenant, ils sont avec le WRT en GT, puisque le GT a fait sa révolution l'année dernière. Puisqu'il n'y a plus de GT AM, il n'y a plus de GT Pro, il y a une catégorie GT avec des GT3, etc. Et notamment avec le WRT, qui est une très grosse équipe belge spécialiste, enfin très affiliée BMW depuis toujours, et qui sont vraiment, enfin pas depuis toujours parce qu'il y a eu Audi aussi à un moment avec eux, mais qui sont vraiment une équipe de spécialistes de GT, et un peu à l'image d'AF Corset, sauf qu'AF Corset, ça ne fait que que Ferrari. Dans laquelle roule notamment Valentino Rossi. Pour laquelle roule Valentino Rossi. Tout à fait. Avec le numéro 46. Avec le numéro 46 en GT et avec un copain, Maxime Martin, qui est aussi un pote. Enfin, un pote. Quelqu'un que dans ma carrière, j'ai croisé sur des circuits dans un championnat qui aujourd'hui a disparu, mais qui était très sympa et avec lequel j'ai eu beaucoup de contacts parce que golfeur également, et donc du coup, mais c'est drôle en fait de voir comme le monde du golf et le monde de la bagnole se croisent quand même très régulièrement. Tu peux pas savoir le nombre de pilotes qui sont golfeurs en fait. C'est assez hallucinant. Moi j'y vois un lien qui peut être paradoxal, mais en fait étant fan de bagnole et humblement golfeur, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est deux métiers, deux activités de précision. Et l'une des caractéristiques d'un pilote, moi je ne sais pas piloter, je conduis ma bagnole, peu importe la bagnole, un pilote c'est une affaire précision dans l'exécution et c'est aussi l'une des caractéristiques du golf. Et on peut faire le même lien entre le golf et le basket ou le billard, c'est une affaire de précision. Ouais, et en plus de ça, tu as un truc parce que tous ces pilotes, dans la grande majorité, sont des dingues de technique, de setup, de machin, de trucs. Et tu retrouves ça sur les clubs de golf. La dimension du matos, du matos, c'est aussi pour ça qu'ils aiment les montres. Du truc, voilà. Parce que c'est une affaire technologique. Bien sûr. Alors, petit focus sur nos Frenchies pour le Mans. Alpine et Peugeot, comment tu les vois?
Putain, c'est dur ce que tu me demandes parce que ils ont fait une belle course il y a quelques semaines. Je vais me faire des copains. Non, mais est-ce qu'ils ont leur chance Est-ce qu'ils ont leur chance ou ça va quand même être dur avec... ça dépend de leur chance, pourquoi en fait. En hypercar. Oui, mais pourquoi? Pour la gagne? Ouais. Honnêtement, quand tu regardes le WEC, après je suis pas Madame Irma, je sais pas, mais quand tu vois le WEC gagné la semaine dernière. Ouais, mais non, mais quand tu vois le WEC, oui, mais sur 6 heures. D'abord c'est sur 6 heures, et puis quand tu vois le WEC, t'as vraiment l'impression que quand même Ferrari est un ton au-dessus cette année. Après, sur une course de 24 heures, tout peut arriver. Donc, bien sûr. Pour la gagne, pourquoi pas. Être dans le coup, pourquoi pas. Voir l'arrivée déjà. Voir l'arrivée, aller chercher un top 5 ou un podium. Pourquoi pas. Après, c'est une course qui est donc pour Alpine. Peugeot, je pense que ça sera quand même plus compliqué. Parce que si tu veux, le principe et c'est là où en fait tu vois des entités qui sont quand même très pourquoi ça fonctionne Ferrari, parce qu'en fait c'est une toute petite structure où ils sont taqués dedans à fond les ballons et etc. Pourquoi Alpine ça marche? Parce que c'est pas Renault, c'est Alpine. C'est les gens qui viennent, et c'est pas Alpine F1, c'est Alpine WEC, c'est des gens qui viennent exclusivement du milieu, mais qui sont finalement une petite structure également d'ingé, de passionnés, etc. Peugeot, c'est l'intégralité de Peugeot Sport qui est dans ce projet. Donc il y a beaucoup plus d'ingénieurs, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus. Et forcément, quand tu multiplies en fait les compétences, tu te retrouves avec des guerres d'ego, des guerres de politique, des machins sur des décisions techniques, sur sur un tel a plus l'oreille du patron que l'autre, et donc on va plus partir dans cette dimension technique, que machin. Est-ce que c'est la bonne? Mais on ne sait pas, c'est un parti pris. Est-ce que derrière il y a eu... Et en fait, c'est ça qui fait que c'est plus difficile. Tu vois, par exemple, et puis après, tu as toutes les problématiques de réussite ou de pas réussite, la monte au carré le concept qu'ils avaient fait à la base. Alors je parle du technique. Donc la 9X8 à la base, quand elle a été conçue pour avoir ce qu'on appelle une monte au carré, c'est-à-dire les mêmes tailles de pneumatiques à l'avant et à l'arrière. C'est très rare, il y a très peu de protos qui ont ça, mais c'est ce qui leur permettait aussi de se passer de l'aileron arrière, avec une carrosserie qui générait énormément d'appui par elle-même, et au final, cette histoire de monte au carré qui était dans le règlement sur lequel ils ont développé la voiture, etc., finalement, ça ne s'est pas fait pour des raisons politiques, organisationnelles, machin, etc. Ce qui explique aussi, et ça, tu vois, peu de gens te le disent, mais ce qui explique aussi, entre guillemets, l'échec relatif de la 9X8. Oui. Donc, on est reparti sur un autre concept, avec la nouvelle, avec donc l'aileron arrière, etc. Et maintenant, il n'y a plus la monte au carré. Mais en fait, le concept de base de monte au carré, qui est un parti pris technique qui peut être extrêmement intéressant, en fait, on n'a jamais vu le bien fondé ou pas de ce choix technologique, parce que les modifications réglementaires ont fait qu'au final, ils n'ont pas pu l'appliquer. Et en même temps, c'était faire très différent de ce que font tous les autres, avec une vraie notion ingénierie, et encore une fois, un vrai parti pris technologique. Tu pouvais aussi complètement passer à côté. C'est ce qu'on voit sur la F1 à toutes les intersaisons. Quand elles arrivent avec le premier Grand Prix, bim, tu te rends compte que ça se trouve, il y en a une qui est posée par rapport aux autres. Et c'est des paris d'ingénieurs. Oui, c'est ça. Et quand tu as un ingénieur ou deux ingénieurs, Adrian Newey, tu as Adrian Newey. Pourquoi Adrian Newey est parti de chez Red Bull en dehors de considération financière? Essentiellement parce qu'en fait, il estimait que son importance dans l'équipe et dans la définition de la voiture n'était plus assez prise en compte. C'est-à-dire qu'en fait, sa voix ne portait plus assez. Parce que l'équipe s'est développée, il y a eu de plus en plus d'ingénieurs, etc. Et qu'au final, Adrian Newey, qu'il était patron, machin, etc. Quand il disait il faut qu'on fasse ce parti pris-là, c'est pas lui qui le met en application derrière, c'est plus lui qui est à la table à dessin, c'est plus lui, etc. C'est tous les autres ingénieurs. Et que si les autres ingénieurs ont d'autres idées et sont pas forcément convaincus par la sienne, et au final, tout ça délaye l'idée directrice de base et tu te retrouves avec une voiture qui est pas forcément aboutie comme elle devrait l'être, ou en tout cas comme l'ingé en chef voudrait qu'elle soit. Et il n'était plus assez écouté et donc il a dit je m'en vais. Et pourquoi il va chez Aston?
il y a la question de l'argent, évidemment, machin truc, mais il y a surtout la question que il sait que l'équipe étant au début de son histoire, il aura les mains libres, il aura encore le fait qu'il peut faire ce que... Et avec la nouvelle réglementation de surcroît, ouais. Les amis, vous avez compris qu'on pouvait rester des heures on va parler sur le sujet. Ouais, oui. Il y a un parallèle fantastique et qui fait la différence, alors qu'on parle de mécanique entre les montres et les bagnoles, c'est que dans le monde du sport automobile, la base de tout, c'est le règlement. Et là, ce que tu as décrit, je ne le savais pas, sur cette montre au carré, je ne savais pas pourquoi ou comment d'ailleurs Peugeot allait réussir à faire tourner un proto sans aileron arrière, maintenant je le comprends. Le Mans, c'est géré en termes de réglementation par l'ACO. Et donc à un moment ou à un autre, les voitures qui courent, elles sont là dans un règlement qui est figé pour X années. Et ce règlement vous convainc ou vous convainc pas, donc les marques, les constructeurs influent pour avoir un règlement qui va leur permettre d'avoir un avantage ou en tout cas qui va leur permettre de démontrer que leur R&D à elles est supérieur aux autres. Il y a la même R&D dans les montres. Il y en a qui font beaucoup de R&D, mais on ne le sait pas trop, puis tous les 5 ans ça évolue. Les lancements de Rolex cette année avec leur nouveau calibre sur la Landweller en est l'illustration. Mais en fait, la différence fondamentale entre les deux, c'est que dans l'horlogerie, il n'y a pas de règlement qui impose un carcan sous une certaine forme, alors que dans tous les sports mécaniques, le MotoGP, ça va changer en 2027, la F1, ça va changer en 2026. Les hypercars, elles sont arrivées avec une innovation pour moi fantastique, c'est enfin les laisser, ou en tout cas leur permettre d'avoir des appendices et des calandres avant et arrière, où tu te dis en regardant de dos, mais ça c'est une Lambo, ça c'est une Porsche, ça c'est une Ferrari, c'est ce qui manquait en fait au proto, où on savait plus trop quelles étaient les bagnoles qui tournaient. Les amis, on vous remercie beaucoup. Emmanuel, merci beaucoup. Merci à toi, on pourra discuter encore. Bonne semaine Mancel. Merci. Et on se retrouve au départ du trou numéro 1, je ne sais pas quand. Salut à tous les amis, ciao ciao. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre.